Petit par la taille, grand par le courage et la persévérance. Parti de rien, pas un sou, richissime aujourd'hui. Un homme qui a réussi des relations dans tous les milieux. Un chef, 100 personnes sous ses ordres. Et toujours le sourire. Mais qu'est-ce que cela peut bien avoir à faire avec un film consacré au bouddhisme zen? Tous les apéritifs et tous les cocktails, les cuisiniers connaissent leur métier. Je peux même vous dire qu'on y mange très bien. Le thé vert japonais, o-cha. Le thé noir, ko-cha. Pour quelques clients privilégiés, une soirée raffinée, une danseuse classique du théâtre kabuki, héritière de la tradition Sasagawa. Japon 1971, Tokyo, Ginza, restaurant Mikasa Kaikan. Mais qu'est-ce que cela peut bien avoir à faire avec un film consacré au bouddhisme zen? Sashimi, tempura, sukiyaki, gohan. Les Japonais aiment beaucoup la cuisine japonaise. C'est normal. Moi aussi, c'est mon droit. Mais si vous voulez savoir ce que tout cela peut bien avoir à faire avec un film consacré au bouddhisme zen, il faut que vous veniez au restaurant Mikasa Kaikan le matin de bonne heure, avant que commence la journée de travail. Le restaurant japonais, chaque matin avant le travail, se transforme en dojo de zazen, en salle de méditation. Le kyosaku, le bâton, dont le coup frappé en un point bien précis de l'épaule libère l'énergie, active la vigilance. Aux vêtements prêts, nous pourrions nous croire dans un monastère zen. Silence, immobilité, extrême attention, totale disponibilité intérieure. Récemment, une revue titrait ainsi un article sur la relaxation zéniste dans les séminaires pour cadres, Bouddha au service du management. Au Japon, il arrive encore que ce soit les hommes d'affaires et les PDG qui se mettent au service du Bouddha. Ainsi, l'essence de la discipline zen, c'est le zazen, se tenir assis et tourner son attention vers l'intérieur. Plusieurs centres de recherche scientifique japonais, dont le laboratoire de psychologie de l'université Komasawa à Tokyo, ont cherché à savoir ce qui était mesurable parmi les effets psychophysiologiques du zazen. Et le coussin des monastères voisine avec la boîte de connexion et de transmission. Ces relevés sont notamment des électrocardiogrammes et des électroencéphalogrammes. Des électrodes sont fixées sur différentes parties du corps
afin d'enregistrer les variations d'intensité et de fréquence des courants électriques correspondant à l'activité électrique des organes. À la ceinture sont mesurés les mouvements mécaniques de la cage thoracique et non plus les ondes électriques émises par un organe, comme c'est le cas pour le cerveau et pour le cœur. Les ondes produites par le muscle cardiaque, ventricule et oreillette, lorsqu'ils se contractent, peuvent être recueillies soit au niveau du cœur lui-même, soit au niveau des poignets. Les différentes parties de tout cerveau humain émettent des ondes qui diffèrent selon l'activité cérébrale. Ainsi, les électrodes sont apposées sur les régions occipitales, pariétales, frontales, etc. En général, l'activité mentale ordinaire se manifeste par de petites ondes rapides appelées ondes bêta. Au repos, au calme intérieur, correspondent des ondes alpha qui sont plus amples et moins fréquentes. Dans la somnolence, la fréquence diminue encore et ce sont les ondes θ. Enfin, dans le sommeil, la fréquence est encore plus lente. Ces ondes s'inscrivent sur un papier grâce à un appareil enregistreur appelé polygraphe et les tracés sont dus aux déviations d'une plume sur une feuille de papier en mouvement. À chaque électrode correspond une plume différente. Pendant le zazen, le tracé désynchronisé, habituel à l'état de veille, fait place aux ondes, porte sur l'analyse de l'air expiré, qui permet de calculer la consommation d'oxygène par le sujet, consommation extrêmement diminuée pendant le zazen. Si la science contemporaine s'intéresse au zen, le zen, lui, a été depuis des siècles le véhicule des sciences traditionnelles. Par exemple, certains moines pratiquent, enseignent, étudient le massage. Ce massage est une branche de la médecine orientale. Médecine bien différente de notre allopathie, mais dont les résultats thérapeutiques en Inde, en Chine et au Japon attirent de plus en plus l'intérêt des spécialistes occidentaux. Nous en connaissons surtout l'acupuncture. Le massage japonais se pratique sur les points et le long des méridiens d'acupuncture, mais les aiguilles sont remplacées par les pouces. Ces points sont reliés aux différents organes, par exemple le gros orteil au cerveau. Le médecin oriental se préoccupe plus des malades que des maladies. Ces maladies, il ne cherche pas à les décrire, à les classer, à les nommer. Mais par la connaissance extrêmement poussée de son propre corps, il perçoit chez les patients les innombrables distorsions organiques. Son rôle est alors de corriger, de rendre correct ce qui s'était détourné des lois universelles. En cas de trouble, la pression de certains points du corps s'avère presque intolérablement douloureuse. Cela varie naturellement suivant les individus, suivant l'organe atteint, suivant le fonctionnement défectueux. Le médecin oriental n'utilisera pas de médicaments chimiques, mais il renforce les défenses naturelles du patient. Cette médecine fut, avant la lettre et de tout temps, une médecine psychosomatique, s'intéressant à l'homme total et connaissant les liens qui unissent les diverses parties du corps et les différentes émotions latentes. Elle est d'abord une science de l'énergie, de la transformation des énergies dans l'être humain, de la circulation des énergies dans l'organisme humain. Certes, surtout pendant les premières séances, le massage japonais, du moins le véritable massage japonais, est extrêmement pénible pour celui qui le subit. Disons-le, cela fait horriblement mal. Mais je connais plusieurs cas d'hommes et de femmes qui en ont été profondément et surtout durablement transformés. Plus même, à qui cela a permis de faire des découvertes insoupçonnées sur leur propre corps. Les moines pratiquent aussi les moksas,
sorte de pointe de feu. Des petits triangles d'armoise sont déposés en certains centres nerveux et allumés à l'aide d'une baguette d'encens. Leur combustion provoque une brûlure qui remplace la piqûre avec une aiguille. Du restaurant au laboratoire, du laboratoire au monastère, du monastère au village, l'influence du zen, l'esprit du zen, imprègnent encore aujourd'hui la vie japonaise. Dans bien des familles du peuple, par exemple chez ces agriculteurs de Tsuruoka, sur la côte ouest, se trouve un petit hôtel mi-bouddhiste, mi-shinto, puisque les Japonais concilient sans peine la doctrine importée de Chine et de l'Inde avec le culte national ancien, celui des dieux ou kami. De tout temps, les moines zen japonais ont frayé avec les laïcs, depuis les nobles et les samouraïs, jusqu'aux commerçants, aux paysans, et même aux corporations les plus décriées. Dans tous les milieux, dans toutes les circonstances, avec tous les êtres humains, le moine, et surtout le maître zen, est en harmonie. À chacun, il parle sa langue. Sensei Taisen Deshimaru exprime cette justesse de l'instant, cet ici et maintenant qui est aussi partout et toujours. Celui qui vit le zen est fluide comme l'eau, laquelle prend la forme de tous les vases, de tous les récipients, sans en être marquée et en demeurant pareille à elle-même. Et le moine demeure moine, tout en étant un avec la situation, un avec ceux qu'il rencontre. Fussent-ils des jeunes gens ou jeunes filles sortant à peine de l'âge ingrat et venus au monastère de Teishoji pour y passer l'après-midi du dimanche. Le zen, c'est la vie supra-individuelle dont tout égoïsme, tout sens de la séparation, tout jugement même a disparu. Ces jeunes gens, ces jeunes filles, n'ont pas fait d'études poussées. À 17, 18 ans, ils travaillent comme employés. Mais le zen influence aussi les étudiants et les étudiantes, notamment ceux et celles des grandes universités zen, comme l'université qui est rattachée au monastère Soto de Sojiji à Yokohama. Chaque matin, avant les cours, toutes les élèves se réunissent dans le gymnase pour la psalmodie des sutras bouddhiques et l'immobilité silencieuse du zazen. Certaines jeunes filles se rendent même au monastère. Si jeunes, elles sont déjà sensibles aux valeurs essentielles de la méditation. Unification intérieure, prise de conscience, réalisation de notre nature profonde, notre nature de Bouddha, pure, libre, heureuse.